Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de ce journal. Le chef de l'État est de retour dans le pays. Également dans l'actualité nationale, une réunion de haut niveau entre le gouvernement de Djibouti et le conseil d'administration de la Banque mondiale. Dans l'actualité internationale, de nouveaux tirs de roquettes sur une base abritant de soldats américains en Irak. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale hier soir après avoir pris part à l'enterrement du sultan feu Qaboos Ben Saïd, décédé vendredi soir. Le président Guelleh a présenté officiellement ses condoléances attristées et seules du gouvernement et du peuple du Djibouti aux autorités et au peuple de ses pays frères et amis. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le général des forces armées djiboutiennes Zakaria Cher Ibrahim, le directeur de la sécurité nationale. Lors de son déplacement, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le nouveau sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq, où il lui a présenté le condoléances en présence de la famille du défunt et plusieurs hauts responsables civils et militaires. Le sultan d'Oman, Qaboos Ben Saïd, est décédé vendredi dernier à l'âge de 79 ans. Également dans l'actualité nationale, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et conformément aux articles 12 et 22 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents se réunit aujourd'hui en vue de fixer l'agenda des activités de la représentation nationale et la date de la séance prochaine publique. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ont également pris part à cette réunion le deux vice-présidents, le président du groupe parlementaire, le président de commission permanente et le rapporteur général du budget. Sur le fond de délibération, 10 textes juridiques ont été transmis par la conférence aux commissions compétentes, à savoir le projet de loi numéro 65, instituant la parité homme-femme et la représentation au pouvoir de décision, projet de loi numéro 66, portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, projet de loi numéro 70, portant approbation de comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2017, projet de loi numéro 71 portant approbation de comptes financiers de la Caisse nationale de la sécurité sociale pour l'exercice 2017, projet de loi numéro 72 portant approbation de comptes financiers de Djibouti Télécom pour l'exercice 2017, projet de loi numéro 73 portant ratification d'une proposition d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail, projet de loi également numéro 74 portant création de l'autorité de régularisation multisectorielle de Djibouti, projet de loi numéro 75 portant création du Fonds souverain de Djibouti, projet de loi numéro 76 portant adoption de la politique nationale de la formation professionnelle et le projet 01, proposition de résolution 01, modifiant l'article 14, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quant à la date de la 4e séance publique, le président Mohamed Ali Ahmed a réitéré l'importance pour les commissions de conclure l'analyse des dispositions qui leur ont transmises par la conférence avant la date butoir du 31 janvier, marquant la fin de cette session ordinaire. Dans le cas contraire, l'Assemblée nationale devra entériner l'ensemble des textes précis lors d'une session extraordinaire qui débutera le 1er février et va durer une quinzaine de jours, a-t-il souligné. Le palais du peuple a abrité hier une réunion de haut niveau entre les membres du gouvernement du Djibouti et du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Cette réunion placée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances a vu la participation de plusieurs ministres sectoriels pour partager les modèles de développement du Djibouti, mais également partager comment l'institution financière
pourrait améliorer son monde d'intervention dans les pays de petite taille comme Djibouti. Il s'agissait d'un dialogue entre les administrateurs de la Banque mondiale et les membres du gouvernement, dont notamment le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, la ministre des affaires sociales, la ministre de la femme. Les dialogues apportent notamment sur le résultat du premier plan quinquennal de la vision 2035 du pays qui s'est achevé. Dans l'avenir, il faut aller vers les réformes institutionnelles et essayer de mobiliser les forces de la société, en particulièrement le secteur privé, mais aussi de la société civile. En prenant la parole en premier, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyes Moussa Dawale, a indiqué qu'il est très important de renforcer les partenariats existants entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. On l'écoute. Notre stratégie à long terme, nous nous sommes rendus compte que le moment était venu de passer à une économie diversifiée, d'avoir une économie susceptible de créer plus d'opportunités, plus de richesses pour lutter efficacement la pauvreté, mais également pour créer de l'emploi. Ces opportunités, nous avons pensé cette diversification passer par d'abord et avant tout d'investir beaucoup dans les infrastructures afin de tirer profit de notre position géostratégique. C'est ce qui a été fait et depuis 2013, les investissements dans les infrastructures ont été importants. Ont été importants parce que c'était la seule manière de pouvoir générer des richesses, c'est de pouvoir connecter Djibouti au monde, mais surtout à la région. Pendant ce temps, nous avons fait en sorte à ce que notre inflation soit maîtrisée, soit maintenue faible. C'est ce qui nous a également permis de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Nous sommes naturellement conscients que le risque de surendettement existe. Mais la question, lors de la décision pour investir, était posée. Est-ce qu'il fallait investir dans des infrastructures aussi importantes pour jouer notre rôle de hub régional et international? Voilà ce qui fait que la particularité d'un petit pays peut avoir, et c'est ce message que je vais également vous transmettre ce matin, c'est le sujet que vous connaissez très bien, de tous les pays, tous les petits pays du groupe de la Banque mondiale, se plaindre toujours de ces, comment dirais-je, des contraintes du taux d'endettement pour ce pays parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour se développer sans prendre ces risques et de voir le taux d'endettement augmenter rapidement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont évoqué le partenariat existant dans le domaine de l'éducation. La République de Djibouti a organisé en décembre 2017 la première conférence des ministres des pays de l'IGAD qui a abouti à la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants réfugiés. Tous les pays donc, de l'IGAD s'engagèrent alors à une inclusion totale des écoles des réfugiés dans les systèmes nationaux avec une offre éducative de qualité et une certification reconnue sur une protection des enfants et leur bien-être psychosocial dans les écoles. En réfléchissant aux étudiants, nous avons également assuré pour les étudiants, grâce aux services sociaux assurés ici par ma collègue, d'assurer aux étudiants les plus pauvres la possibilité d'avoir deux repas dans la journée équilibrés,
d'avoir les transports de bus gratuits et d'avoir une petite bourse pour leur permettre de survivre. Au niveau de la pédagogie, bien sûr, nous avons mis en place des plateformes d'évaluation des étudiants et des langues pour pouvoir les orienter. Et puis, je pense que c'est une des rares universités dans le monde, africain, je dirais, francophone. Nous avons aujourd'hui une plateforme Oracle qui permet aux étudiants, tout est dématérialisé. Ils s'inscrivent tout seuls par Internet au niveau de l'université. La ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, et la ministre de la Femme et de Famille, Moumina Ahmed Hassan, se sont exprimés également à cette réunion. On l'écoute. La question du logement est une question éminemment importante pour le président de la République et pour l'ensemble du gouvernement, parce qu'à travers, je pense, les conditions d'habitat des populations, on peut transformer les conditions de vie des ménages djiboutiens. Nous avons, comme il a été souligné dans la présentation en fait, par le ministre de l'économie et par ce qui a été dit par certains d'entre vous, un développement économique très important en République de Djibouti, mais ce développement économique n'a pas aussi en face un développement social qui permet de créer les conditions d'une économie inclusive. Et je pense que le développement d'un pays se mesure à travers l'inclusivité donc de sa richesse et que cette richesse soit distribuée à toutes les familles et à tous les citoyens de ce pays-là. La République de Djibouti, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, nous avons réalisé une étude sur les enfants de la rue et nous sommes en train de travailler pour comment ces enfants-là puissent soit vivre dignement en République de Djibouti, soit préparer leur retour volontaire quand il est possible dans leur propre famille. Et tout un cadre juridique a été mis en place et un abri est en cours d'élaboration. Et le dernier point, c'est le renforcement de capacités, parce que, comme vous le savez, la République de Djibouti est dans un processus de réforme institutionnelle. C'est tout ce qui est renforcement des capacités des responsables du ministère et la déclaration des services aux citoyens, les perspectives de carrière, le contrat de performance. Ce sont des initiatives que le ministère de la Femme et de la Famille a instaurées dans son propre département. Voici également les interventions du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Derrié, et le secrétariat d'État chargé de la centralisation, Mohamed Aramis. La formulation d'un projet de développement intégré dont l'objectif serait de freiner les migrations rurales à travers des actions de renforcement des services sociaux de base, d'infrastructures, de formation, activités génératrices de revenus qui s'inscrivent dans une perspective de développement local et d'utilisation des potentialités de chaque région. Il s'agira de définir un modèle intégré qui favorise une approche holistique, qui puisse conjurer en synergie plusieurs thèmes et interventions de développement et non pas seulement apporter une réponse sectorielle. Donc, je vois vraiment nécessaire de réfléchir à un modèle de développement intégré où il y a un paquet de services. Pourquoi aujourd'hui on a souvent tendance à parler de réfugiés, des immigrés, mais c'est une question à part entière aussi, la migration interne. Pourquoi? Avec les changements climatiques, le chômage, toute question pousse les gens des zones rurales à s'émigrer tout d'abord vers le chef-lieu de la région, du chef-lieu de la région vers la capitale. Et certainement, serait une opportunité pour soulager et mieux structurer les projets des eurobidonvilles dont on parle aujourd'hui à Djibouti-Ville. Vous avez eu l'occasion de visiter hier Obok, dans la journée d'hier, et vous avez certainement pu évaluer les points importants qui représentent les populations migrantes et réfugiées dans les centres de santé hospitaliers de cette région. Au CMH d'Obok, ces populations les plus souvent d'origine éthiopienne ou yéménite représentent 25% de consultations dans les services d'urgence, 23% du nombre total de césariennes pratiquées dans cet hôpital, pas moins de 40% des évacuations sanitaires réalisées, 32% des populations totales d'hospitalisation, 27% du nombre total d'examens biologiques réalisés, des coûts considérables
pour le système de santé qui n'avait pas été initialement prévu ou planifié. La délégation de la Banque mondiale accompagnée par la ministre du Logement, la ministre des Affaires sociales, se sont rendus hier dans la commune de Blaous et Belbala. Cette tournée a permis à la délégation de s'enquérir de la situation dans ces quartiers délabrés en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Les défis sont certes multiples, mais les actions pour leur faire face sont à la hauteur de sa détermination. Les administrateurs ont eu par la suite des échanges avec les habitants, notamment des groupes de femmes et d'hommes âgés. Le représentant de la Banque mondiale ont apprécié les efforts du projet et l'encouragement à continuer, les défis étant immense. Sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et du Bien Warf, M. Momen Hassan Baré, l'association de bienveillance pour la mémorisation du Saint-Coran a clôturé ce matin la 10e édition du concours coranique avec la participation d'environ 130 candidats qui se sont vus des centres de mémorisation du Saint-Coran à Djibouti-Ville et dans la région d'Arta et Ali Sebiye. La cérémonie de clôture de ce concours s'est tenue dans la salle de conférence du Palais du Peuple. Cette cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée, de l'association, l'imam de la mosquée Lota, Cheikh Usleye Guiré Ismail, le président du Fadwa du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, et du chef du département du patrimoine religieux du Haut Conseil islamique, Cheikh Mahmoud Ahmed Obsiye, ainsi que du professeur à l'Institut de l'imam Shafi'i pour la mémorisation du Coran et du Cheikh Abdallah Al-Ahda, et de plusieurs invités des oulémas. Le candidat ont concouru pendant 3 jours sur 3 niveaux du Coran, à savoir le 10 juz, le 20 juz, en plus de 30 juz. À la fin de la cérémonie, le ministre des Affaires musulmanes a remis les prix aux lauréats de ce concours. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bien Warf, M. Momen Hassan Baré, a prononcé lors de cette cérémonie consacrée à la clôture du concours coranique, dans lequel il a félicité l'association de bienveillance du Saint-Coran de Djibouti qui a organisé le concours de mémorisation du Saint-Coran pour la 2e année consécutive avec la participation d'environ 130 candidats. Il a souligné que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, soutient fermement de telles initiatives qui ferait avancer le Saint-Coran et renforcerait la présence de notre pays dans les compétitions régionales et internationales dans les domaines de mémorisation du Saint-Coran. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui dans son cabinet un expert consultant britannique qui a conduit une mission diagnostique de l'utilisation de la langue anglaise dans les programmes de formation professionnelle. C'est la 2e visite que l'expert consultant effectue dans notre pays pour évaluer l'usage de la langue anglaise dans les programmes de formation professionnelle. Le ministre a longuement écouté les explications de l'expert consultant qui lui a exposé le résultat de ses observations et de ses évaluations. L'occasion pour l'expert britannique de faire un état de lieu sur les forces et les faiblesses de l'usage de la langue anglaise au milieu éducatif professionnel. Il a donc fait quelques propositions sur les nouvelles étapes et les réformes à entreprendre pour améliorer et renforcer le niveau d'anglais des apprenants en formation professionnelle. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que grâce à cette analyse et cette évaluation, nous pourrons envisager de nouvelles stratégies sur le moyen et long terme afin de renforcer le niveau de maîtrise de la langue anglaise en formation professionnelle.
La ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Mouna Ousmane Adan, a reçu ce matin dans son cabinet M. Yamadou Koul Sakor, le nouveau représentant du Haut Commissariat de réfugiés HCR. Cette rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire générale des Affaires sociales, Mme Ifra Ali Ahmed. Cette première prise de contact avec M. Sakor a été l'occasion pour Mme la ministre de lui souhaiter la bienvenue et un plein succès dans la prise de ses nouvelles fonctions. Par la suite, Mme la ministre a rappelé les différents projets et programmes exécutés par le MAS au profit des populations vulnérables. Elle a ainsi exposé les efforts de son département à inclure ces populations dans les systèmes de protection sociale, leur garantissant leurs droits fondamentaux ainsi que le renforcement de l'autonomisation de réfugiés et demandeurs d'asile. Également, dans l'actualité nationale, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a tenu ce matin au stade Goulet une réunion de prise de contact avec les différentes fédérations sportives au stade Gouled. On prit part à cette réunion, outre la secrétaire générale, le directeur des sports Abshir Ali, la directrice du stade Gouled, Mme Fatouma Dabalé, ainsi que plusieurs présidents et représentants de différentes fédérations. Ces derniers ont pu s'exprimer sur leur mission, mais aussi sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de celle-ci. Plusieurs points ont été évoqués lors de cette réunion, notamment la question des formations que nécessitent les agents techniques de différentes fédérations, la sécurité qui reste un élément important pour la promotion et la survie des fédérations, le financement et enfin les services d'archivage qui fait défaut jusqu'à là. Sur le cœur, mais surtout parler de ce qu'ils attendent du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous espérons que ces attentes seront comblées d'une certaine façon par l'arrivée d'une femme qui est vraiment la connaissance, qui a été aussi dans le milieu du bénévolat, une femme de tête qui, j'espère, pourra répondre à ces attentes. Après avoir remercié le président pour avoir répondu à son invitation, la secrétaire générale les a rassurés quant aux dispositions et aux démarches qu'elle envisage d'entreprendre en termes de restructuration, mais aussi de son entière disponibilité et qu'elle sera à l'écoute de leurs sollicitudes dans l'exécution des missions qui leur sont assignées. On l'écoute. Le secrétariat d'État à la jeunesse en matière de sport, c'est encadré et accompagné. En même temps, rappeler les droits et les devoirs des fédérations, conformément d'abord à la loi 1901, puisque les fédérations sont avant tout des associations, mais aussi d'autres textes du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport que je vous invite à consulter en même temps et pour vous approprier afin de mieux vous organiser. Sachant que, en même temps, je vous remercie pour tout le travail que vous fournissez, puisque vous êtes des bénévoles, ça c'est sûr. Vous donnez de votre temps pour une cause, que c'est l'équipe familier. Comme je suis déjà passée dans le milieu associatif pendant plus de 15 ans, je connais les difficultés que vous rencontrez. Il faut juste garder en tête que l'objectif, c'est de servir sa nation et préparer le terrain pour le jeune. De tout mon cœur qu'on avance ensemble et qu'on réussisse à travailler et à aller au bout de ce que vous comptiez réaliser pour cette année 2020. Le préfet de Djibouti, M. Ousmane Bilé, a présidé hier matin une réunion de sensibilisation avec le conseil de quartier du 4e arrondissement en présence du sous-préfet de cet arrondissement, M. Awale Farah Chidé. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de sensibilisation des habitants du quartier visant à préserver l'environnement en plus de lutter contre le déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. Dans l'actualité internationale, 8 roquettes se sont abattues hier sur une base aérienne irakienne abritant 2 soldats américains au nord du Bagdad. Aucun n'a été tué. La suite dans ce commentaire. 8 roquettes se sont abattues hier dimanche sur une base aérienne irakienne abritant des soldats américains au nord de Bagdad. 4 soldats irakiens ont été blessés selon l'armée irakienne. Les sources militaires iraniennes ont assuré qu'aucun soldat américain n'avait été touché. La quasi-totalité des troupes américaines ont déjà quitté cette base située dans la région de Balad après une escalade entre les États-Unis et l'Iran sur le sol irakien. Des responsables de services de sécurité irakiens avaient auparavant indiqué que 90% des sous-traitants américains déployés sur cette base avaient été évacués.
Le volcan Tal, situé à 65 km de Manille aux Philippines, s'est réveillé hier, accompagné d'une série de séismes. La suite également dans ses commentaires de Firdaus Hussein. Le volcan Taal crache de la lave et une gigantesque colonne de cendres et de fumée. Taal, situé à 65 km de Manille aux Philippines, s'est réveillé hier dimanche accompagné d'une série de séismes. Des centaines de vols internationaux sont déjà annulés. Au moins 10 000 personnes se sont réfugiées dans ces centres d'évacuation. Les écoles situées dans la région du volcan, les bureaux du gouvernement et la bourse philippine sont fermés. Les spécialistes craignent une imminente éruption explosive. Ce volcan se trouve au milieu d'un lac de cratères dans une zone très appréciée des touristes. Il est l'un des plus actifs de l'archipel, qui est une zone d'intense activité sismique du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.